Avant de commencer, dites-moi de quelle ville m'écoutez-vous et quelle est la température là où vous êtes. Le village de Wissembourg s'éveillait dans la brume épaisse de novembre. Les vignobles s'étendaient comme des squelettes noirs contre le ciel gris et la fumée des cheminées montait en colonnes tremblantes vers les nuages bas. C'était un matin comme les autres dans ce coin reculé d'Alsace où le temps semblait s'être arrêté depuis des décennies. Au numéro 13 de la rue des Tanneurs, la boutique des sœurs Varenne ouvrait ses portes avant l'aube. Toujours avant l'aube. Les villageois l'avaient remarqué depuis longtemps, mais personne n'en parlait vraiment. On n'en parlait jamais. Mathilde Varenne, l'aînée, tournait la clé dans la serrure avec un geste précis, mécanique. Son visage était d'une pâleur de cire, ses yeux d'un bleu délavé qui semblait avoir perdu toute chaleur humaine. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'on aurait dit qu'il tirait sa peau vers l'arrière, créant une expression perpétuellement surprise, figée dans le temps. Derrière elle, ses trois sœurs apparaissaient dans l'encadrement de la porte. Clotilde, la seconde, grande et maigre comme un roseau d'hiver. Adeline, la troisième, aux mains noueuses et aux ongles toujours propres, trop propres. Et enfin, Séraphine, la plus jeune, dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. 4 silhouettes noires dans l'embrasure. 4 ombres qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. La boutique elle-même était un lieu étrange. Les étagères montaient jusqu'au plafond, chargées de bocaux poussiéreux, remplis d'herbes séchées, de racines tordues, de poudres aux couleurs inquiétantes. Des tissus anciens pendaient du plafond comme des linceuls abandonnés. L'odeur était particulière. Encens, cire d'abeille, quelque chose de plus ancien encore, une senteur métallique et douce à la fois qui s'accrochait à la gorge. Les clients venaient rarement le matin. Ils préférèrent l'après-midi, quand la lumière du jour donnait un semblant de normalité à ce lieu hors du temps. Mais ce matin-là, une jeune femme poussa la porte. Elle s'appelait Émilie Keller, et elle était enceinte de 6 mois. La clochette tinta, un son grêle et cristallin qui semblait résonner plus longtemps qu'il n'aurait dû. Les 4 sœurs levèrent la tête en même temps. Exactement en même temps, comme si elles partageaient une seule conscience. « Bonjour », murmura Émilie, serrant son châle contre sa poitrine gonflée. Sa voix tremblait légèrement. « On m'a dit que vous pourriez m'aider. » Mathilde s'avança, ses pas silencieux sur le plancher de bois. « Pour le bébé ?» Sa voix était comme du velours moisi, douce et révoltante à la fois. Émilie hocha la tête. « Il bouge trop. La sage-femme dit que c'est normal, mais moi, je sens que quelque chose ne va pas, que quelque chose veut sortir. » Les 4 sœurs échangèrent un regard. Pas un mot. Juste un regard qui contenait des siècles de secrets partagés. « Nous avons ce qu'il faut », dit Clotilde, en disparaissant derrière le rideau de velours rouge qui séparait la boutique de l'arrière-salle. « Nous avons toujours ce qu'il faut. » Pendant qu'elle attendait, Émilie laissa son regard errer sur les étagères. Tant d'objets étranges, des poupées de chiffon au visage cousu de travers, des fioles contenant des liquides opalescents, des livres dont les titres étaient écrits dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Et là, sur une étagère basse, quelque chose qui ressemblait à... Non, ce ne pouvait pas être. Des dents humaines dans un bocal. Elle détourna rapidement les yeux. Clotilde revint avec une petite fiole de verre vert. Le liquide à l'intérieur était presque noir, épais comme du miel. 3 gouttes dans de l'eau chaude, avant de dormir. Pas plus, jamais plus. « Et combien ? Rien pour l'instant, » répondit Séraphine avec son sourire figé. « Vous paierez après la naissance, quand vous saurez si notre remède a fonctionné. » C'était étrange. Tout dans cette boutique était étrange. Mais Émilie prit la fiole, remercia d'une voix faible et quitta la boutique en serrant le flacon contre son ventre. La porte se referma. La clochette tinta de nouveau. Ce son qui s'attardait trop longtemps dans l'air. Les 4 sœurs restèrent immobiles, fixant la porte close. « Elle reviendra », dit Adeline en retournant compter des pièces de monnaie derrière le comptoir. Des pièces anciennes, certaines datant de rois oubliés. « Elles reviennent toujours », ajouta Mathilde en caressant du bout des doigts un crâne de chat posé sur l'étagère. « Toujours », répétèrent en chœur Clotilde et Séraphine. Et dans le silence qui suivit, on aurait pu entendre, si on tendait l'oreille, un bruit étrange venant de l'arrière-salle, un bruit de chaîne, de grincement, de quelque chose qui remuait dans l'obscurité. Les semaines passèrent comme des ombres furtives sur Wissembourg. L'automne cédait sa place à l'hiver,
et avec lui venait le froid mordant qui transformait la brume matinale en cristaux de givre sur les toits d'ardoise. Les vignes étaient désormais squelettiques, leurs branches noires griffant le ciel comme des mains suppliantes. Dans la boutique des sœurs Varenne, le commerce continuait silencieux et régulier. Elle ne fermait jamais vraiment. La lumière d'une chandelle tremblotait toujours derrière les vitres embuées, même à 3 heures du matin. Certains villageois, insomniaques ou ivres, juraient avoir vu les 4 silhouettes se déplacer dans la boutique à des heures impossibles, glissant entre les étagères comme des spectres dans un mausolée. « Elles ne dorment jamais », murmurait le vieux Heinrich au café du coin, son verre de schnapps tremblant dans sa main arthritique. « Je les ai vues, toutes les 4. » À minuit passé, elles déplaçaient des caisses dans la ruelle, des caisses qui sentaient la terre fraîche. « Tu as trop bu, Heinrich », répliquait le patron en essuyant son comptoir usé. Mais ses yeux évitaient ceux du vieil homme, parce qu'il savait, tout le monde savait. Personne ne posait de questions sur les sœurs Varenne. C'était une règle tacite, un pacte silencieux conclu depuis si longtemps que personne ne se souvenait de son origine. On allait dans leur boutique quand on avait besoin de quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Des remèdes pour les maladies que les médecins ne pouvaient guérir, des potions pour faire revenir l'amour perdu, des poudres pour faire oublier les chagrins trop lourds à porter. Et on payait. Oh oui, on payait toujours. Pas toujours avec de l'argent. Émilie Keller avait pris le remède, 3 gouttes dans de l'eau chaude comme on le lui avait dit. Le bébé s'était calmé, trop calmé. Elle ne le sentait presque plus bouger, juste un frémissement occasionnel comme un poisson mourant dans un filet. La sage-femme fronçait les sourcils lors de ses visites, posait son oreille contre le ventre rond, écoutait longuement. « Le cœur bat », disait-elle finalement. Mais c'est étrange, c'est comme s'il battait, ailleurs, comme s'il venait de loin. Émilie ne retournait pas voir les sœurs, pas encore, mais elle sentait leur présence, comme une ombre permanente dans son esprit. Parfois, la nuit, elle rêvait d'elle. Les 4 visages pâles l'entouraient, leurs bouches bougeaient sans produire de son, leurs yeux vides la fixaient avec une intensité qui la réveillait en sueur. Un matin de décembre, le fils du meunier, Thomas, disparut. Il avait 17 ans, des boucles blondes et le rire facile de ceux qui n'ont jamais connu le malheur. Il était parti livrer de la farine rue des Tanneurs et n'était jamais revenu. « Il est probablement parti à Strasbourg, » disèrent les uns. « Avec une fille, » ajoutèrent les autres. Mais sa mère savait. Elle avait ce regard que seules les mères ont quand elles sentent que quelque chose de terrible est arrivé à leur enfant. Elle marchait dans les rues du village en appelant son nom, sa voix se brisant à chaque appel, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souffle rauque. Une semaine plus tard, une nouvelle cliente poussa la porte de la boutique des Varenne. C'était Frau Bachmann, la veuve du forgeron, une femme aux joues roses et aux mains calleuses. Elle cherchait quelque chose pour ses douleurs articulaires qui empiraient avec l'hiver. Mathilde la servit avec son efficacité habituelle, préparant un onguent brunâtre dans un pot de terre cuite. Mais pendant qu'elle travaillait, Frau Bachmann laissa son regard errer, et elle remarqua quelque chose sur le sol, près du rideau rouge. Une boucle d'oreille, dorée, simple, avec un petit saphir. Elle la reconnut immédiatement. C'était celle que Thomas portait toujours, celle que sa défunte grand-mère lui avait offerte. Frau Bachmann ouvrit la bouche pour parler, mais les 4 sœurs la regardaient, maintenant, toutes les 4, en même temps. Avec ses yeux qui semblaient en voir directement dans son âme, elle prit son onguent, paya et sortit rapidement. Trop rapidement. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. Elle ne parla à personne de la boucle d'oreille. Pas ce jour-là. Peut-être jamais, car elle venait de comprendre ce que tout le monde dans ce village avait toujours su sans jamais l'admettre. Certaines questions ne devaient jamais être posées. Certaines portes ne devaient jamais être ouvertes. Cette nuit-là, Frau Bachmann ne dormit pas. Elle resta assise près de sa fenêtre, fixant la rue obscure, et aux premières lueurs de l'aube, elle vit les 4 sœurs Varenne sortir de leur boutique. Elles portaient chacune un sac de toile sur l'épaule, des sacs qui semblaient lourds, qui se balançaient étrangement à chaque pas. Elles marchèrent vers le cimetière, leurs silhouettes noires se découpant contre le ciel qui commençait à peine à s'éclaircir. Et quand elles disparurent derrière les grilles de fer forgé, Frau Bachmann ferma ses rideaux et se mit à pleurer sans savoir exactement pourquoi. L'hiver s'installait maintenant avec toute sa cruauté sur Wissembourg. La neige recouvrait les toits et les ruelles d'un linceul blanc qui étouffait tous les sons. Le village semblait endormi, figé dans une torpeur glacée où même les corbeaux,
ne croassaient plus. La boutique des sœurs Varenne brillait dans l'obscurité hivernale comme un œil malade. La lumière jaune et vacillante des chandelles filtrait à travers les vitres givrées, projetant des ombres dansantes sur la neige immaculée de la rue. C'était un phare pour les âmes perdues, pour ceux qui cherchèrent des solutions que la société ne pouvait offrir. Le curé du village, le père Anselme, n'aimait pas cette boutique. Il passait devant chaque jour en serrant son missel contre sa poitrine, murmurant des prières de protection. C'était un homme maigre aux yeux profondément enfoncés dans leurs orbites, qui avait consacré 40 ans de sa vie à cette paroisse. Il avait vu beaucoup de choses, trop de choses. Un soir, alors que les cloches sonnaient un vêpres dans l'air glacé, le père Anselme se décida. Il allait confronter les sœurs Varenne. Il allait exiger des réponses. Des jeunes gens disparaissaient, des nouveau-nés naissaient avec des marques étranges, des femmes devenaient folles après avoir bu leur potion. Cela devait cesser. Il poussa la porte de la boutique avec une détermination qu'il ne ressentait pas vraiment dans son cœur. La clochette tinta, ce son qu'il avait toujours détesté, ce son qui semblait venir d'un autre monde. Les 4 sœurs étaient là, bien sûr. Elles étaient toujours là. Mathilde cousait quelque chose qui ressemblait à un linceul. Clotilde triait des herbes séchées avec une précision mécanique. Adeline comptait des pièces de monnaie, ses doigts glissant sur le métal ancien avec la tendresse qu'on réserve aux choses précieuses. Séraphine, la plus jeune, le regardait avec son sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Mon père », dit Mathilde sans lever les yeux de sa couture. « Quelle surprise !»« Je suis venu pour… » Le père Anselme s'arrêta. Les mots mouraient dans sa gorge. L'odeur de la boutique l'étouffait. Encens, cire et quelque chose d'autre. Quelque chose de pourri sous le parfum. « Vous êtes venu pourquoi, mon père ?» demanda Clotilde, ses doigts s'immobilisant sur un bouquet de romarin noir. « Pour vous demander de partir. Ce village n'a plus besoin de vos services. » Les 4 sœurs levèrent la tête. En même temps, toujours en même temps. « Vraiment ?» dit Séraphine. « Alors pourquoi Madame Muller est-elle venue hier nous demander quelque chose pour son mari mourant? Pourquoi le jeune Martin a-t-il acheté une potion d'amour la semaine dernière? Pourquoi votre propre sacristain vient-il acheter de l'opium chaque mois ?» Le père Anselme pâlit. « Vous mentez. » « Nous ne mentons jamais, » répondit Mathilde en plantant son aiguille dans le tissu. « Nous n'avons pas besoin de mentir. Les gens viennent à nous parce qu'ils le veulent, parce qu'ils en ont besoin, parce que votre Dieu, mon père, ne répond pas toujours à leurs prières. Vous êtes des sorcières, des démons. » Un silence tomba sur la boutique, un silence si profond qu'on aurait pu entendre le sang circuler dans les veines. Les 4 sœurs se levèrent, se déplaçant avec une synchronisation parfaite, formant un cercle autour du prêtre. « Des sorcières ?» murmura Adeline, son visage si proche du sien qu'il pouvait sentir son haleine glacée. « Non, mon père. Nous sommes bien plus anciennes que cela. Nous étions là avant votre église, avant votre Dieu. Nous étions là quand ce village n'était qu'une clairière dans la forêt, et nous serons encore là quand il ne sera plus que ruine. » Le père Anselme voulut reculer, mais il ne pouvait plus bouger. Ses jambes refusaient de lui obéir. Les 4 visages pâles l'entouraient, ses yeux vides le fixaient, le transperçaient, fouillaient dans les recoins les plus sombres de son âme. « Vous voulez savoir la vérité, mon père ?» chuchota Clotilde. « La vérité sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons ?»« Non, » gémit-il. « Non, Nous gardons les équilibres, » continua Séraphine. « Nous prenons, nous donnons. Nous maintenons les cycles que votre monde moderne a oubliés. Chaque remède a un prix. Chaque guérison exige un sacrifice. C'est la loi la plus ancienne, la loi du sang et de la terre. Le garçon… Thomas… » Le père Anselme ne pouvait s'empêcher de poser la question. « Qu'avez-vous fait de lui ?» Mathilde sourit. C'était la première fois qu'il la voyait sourire, et c'était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. « Il dort, mon père, comme beaucoup d'autres avant lui. Il dort dans la terre, et de son sommeil naissent les remèdes qui sauvent vos paroissiens. N'est-ce pas un beau sacrifice, un pour plusieurs ?» Le prêtre sentit quelque chose se briser en lui. Sa foi, peut-être, ou simplement son esprit. Il s'effondra sur le sol poussiéreux de la boutique, sanglotant comme un enfant. « Rentrez chez vous, mon père, » dit doucement Adeline. « Retournez à votre église, continuez vos messes, et ne revenez jamais ici. Car la prochaine fois, nous exigerons un prix pour votre curiosité. » Ils le traînèrent jusqu'à la porte, le poussèrent dehors dans la neige. Le père Anselme rampa sur quelques mètres avant de réussir à se relever, tremblant de froid et de terreur. Il regarda derrière lui.
Les 4 sœurs se tenaient dans l'embrasure de la porte, silhouette noire contre la lumière jaune. « Bonne nuit, mon père », dirent-elles en chœur, avant de refermer la porte. Le lendemain matin, le père Anselme était retrouvé dans son lit, les cheveux devenus complètement blancs durant la nuit. Il ne parla plus jamais de cette visite. Il ne parla plus vraiment du tout, en fait. Il continuait ses messes, murmurant les prières d'une voix mécanique, mais ses yeux avaient cette expression vide qu'ont ceux qui ont vu quelque chose qu'ils ne devraient jamais voir. Et dans la boutique des sœurs Varenne, tout continuait comme avant. Les clients venaient. Les potions étaient vendues. Les secrets s'accumulaient comme des cadavres dans une fosse commune. Janvier arriva avec ses nuits interminables et ses journées grises, qui semblaient n'offrir aucune distinction entre le jour et la nuit. Wissembourg était pris dans l'étau de l'hiver, et les gens ne sortaient que par nécessité, emmitouflés dans leurs manteaux de laine, le visage caché sous des écharpes qui gelaient avec leur respiration. Émilie Keller sentait son terme approcher. Le bébé était silencieux maintenant, presque trop silencieux. Parfois, elle se demandait si quelque chose vivait vraiment là-dedans, ou si c'était devenu autre chose, quelque chose qui attendait patiemment dans le noir de son ventre. Les contractions commencèrent un mardi soir, alors que le vent hurlait contre les volets comme une bête affamée. La sage-femme, Frau Gertrude, arriva rapidement, son visage sévère marqué par des décennies d'accouchement, de joie et de tragédie. « Poussez !» ordonnait-elle. « Poussez, nom de Dieu !» Mais quelque chose n'allait pas. Frau Gertrude le sentait. Le travail était trop long, trop difficile. Et l'odeur, cette odeur dans la chambre, comme de la terre retournée, comme une tombe ouverte. Quand l'enfant sortit enfin dans un torrent de sang et de liquide amniotique, Frau Gertrude faillit laisser tomber le nouveau-né. La peau du bébé était grise, presque translucide. Ses yeux déjà ouverts étaient d'un noir profond, sans iris, sans pupille, juste du noir. « Mon bébé !» gémit Émilie, épuisée. « Laissez-moi voir mon bébé. » Frau Gertrude hésita, puis enveloppa rapidement l'enfant dans un linge et le posa dans les bras de sa mère. À sa grande surprise, le bébé commença à pleurer. Un cri normal, un cri d'enfant. Et quand elle regarda de nouveau, les yeux du nouveau-né étaient bleus et normaux. « Une fille !» murmura la sage-femme, déconcertée. « C'est une fille en bonne santé. » Mais elle mentait, et elle le savait. Et quelque part, dans les profondeurs de son instinct maternel corrompu, Émilie le savait aussi. 3 jours plus tard, alors qu'Émilie était encore alitée, on frappa à sa porte. Elle savait qui c'était avant même d'ouvrir. Son mari, qui travaillait à la scierie, était absent. C'était toujours comme ça. Elle savait toujours quand venir. Mathilde Varenne se tenait dans l'embrasure de la porte, seule cette fois. Son visage de cire ne montrait aucune expression, mais ses yeux semblaient voir directement l'enfant qui dormait dans le berceau près du lit. « Je viens pour le paiement », dit-elle simplement. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » balbutia Émilie, « mais je peux... Ce n'est pas d'argent dont nous avons besoin. » Mathilde entra dans la pièce sans y être invitée. Elle s'approcha du berceau, regarda longuement le bébé endormi. « Elle est belle, différente, spéciale. »« Non, » murmura Émilie, comprenant soudain. « Non, vous ne pouvez pas. Nous ne prendrons pas votre fille, » dit Mathilde d'une voix douce, presque maternelle. « Mais elle nous appartient déjà d'une certaine façon. Le remède que vous avez pris, il l'a changée. Elle grandira différemment des autres enfants. Elle verra des choses. Elle entendra des choses. Et quand elle aura 7 ans, vous l'amènerez à nous. Juste une visite. Une seule. C'est tout ce que nous demandons. Et si je refuse ?» Le sourire de Mathilde était plus terrible que n'importe quelle menace. « Vous ne refuserez pas. Les mères ne refusent jamais. Pas quand elles savent ce que cela signifie pour leur enfant. » Elle déposa quelque chose sur la table de chevet. Une petite poupée de chiffon au visage cousu de travers. Pour la petite, un cadeau, qu'elle le garde toujours près d'elle. Puis elle partit, laissant Émilie seule avec son enfant et une terreur qui ne la quitterait plus jamais. Les semaines passèrent. La petite Alice grandissait et effectivement, elle était différente. Elle ne pleurait jamais la nuit. Ses yeux suivaient des choses invisibles dans les coins de la pièce. À 3 mois, elle prononça son premier mot. Ce n'était pas « maman » ou « papa ». C'était un mot dans une langue qu'Émilie ne connaissait pas, un mot qui faisait frissonner l'air ambiant. Le village continuait sa vie, ignorant ou feignant d'ignorer les changements subtils qui s'opéraient. Plus de jeunes gens disparaissaient maintenant. Pas seulement des garçons comme Thomas, mais aussi des filles, des vieillards, parfois même des animaux. Le cimetière semblait s'agrandir sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.
De nouvelles tombes apparaissaient avec des noms que personne ne reconnaissait. Des voyageurs, disaient les sœurs Varenne quand on leur posait la question. Des pauvres âmes qui sont mortes en traversant notre région. Nous leur offrons une sépulture décente. Et tout le monde acceptait cette explication parce qu'il était plus facile d'accepter que de questionner. Un soir de mars, alors que la neige commençait enfin à fondre, révélant la boue noire en dessous, Frau Bachmann retourna à la boutique. Elle avait lutté contre elle-même pendant des mois, mais les douleurs dans ses articulations étaient devenues insupportables. Elle avait besoin de plus d'onguents. Cette fois, c'était Clotilde qui la servit. Ses longs doigts maigres préparèrent le remède avec des gestes précis, presque rituels. Elle ne parlait pas, ne regardait même pas sa cliente. Mais au moment de payer, elle dit soudain « Vous avez des questions. Vous en avez eu depuis le jour où vous avez vu la boucle d'oreille. » Frau Bachmann se figea. Je ne... Le garçon va bien, continua Clotilde, comme si elle n'avait pas été interrompue. Enfin, sa partie essentielle va bien. Elle dort dans la terre, nourrit les racines, devient autre chose. C'est un honneur en réalité. Devenir partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Vous êtes des monstres, chuchota Frau Bachmann, les larmes coulant sur ses joues ridées. Non, répondit Clotilde en lui tendant son onguent. Nous sommes ce que nous avons toujours été. Ce sont vos prières qui nous ont créés, vos désespoirs, vos besoins. Vous nous nourrissez et nous vous nourrissons en retour. C'est un cycle, ancien, nécessaire. Frau Bachmann prit le pot et sortit en courant, mais elle savait qu'elle reviendrait. Elle reviendrait toujours, parce que l'onguent fonctionnait, parce qu'elle avait besoin d'elle, comme tout le monde dans ce village damné. Cette nuit-là, les 4 sœurs Varenne descendirent dans leur cave pour la première fois depuis des semaines. C'était un endroit que personne d'autre n'avait jamais vu. Un espace qui s'étendait bien plus profondément que n'importe quelle cave normale ne devrait s'étendre. Des bocaux tapissaient les murs. Des centaines de bocaux. Dans chacun flottait quelque chose de pâle et informe dans un liquide ambré. Des étiquettes étaient collées sur chaque récipient portant des noms et des dates. Thomas Müller, 1894. Lisait-on sur l'un d'eux. Margaret Schmidt, 1887, sur un autre. Johann Weber, 1891. Les noms continuaient, s'étendant dans l'obscurité, témoins silencieux d'un commerce qui durait depuis plus longtemps que la mémoire du village, et dans le coin le plus sombre, là où même la lumière des chandelles ne pénétrait pas vraiment, quelque chose bougeait, quelque chose de grand, quelque chose qui respirait avec un son humide et écœurant. « Bientôt, » murmura Mathilde, en caressant les bocaux, « bientôt il faudra nourrir la mère. » Ces 3 sœurs hochèrent la tête en silence. Car elles aussi sentaient que le temps approchait. Le temps où le village devrait payer sa dette la plus ancienne, la dette qu'ils avaient contractée le jour où leurs ancêtres avaient imploré les puissances anciennes de leur donner protection et prospérité. Tout a un prix. Tout. Le printemps arrivait enfin sur Wissembourg, mais c'était un printemps malade. Les arbres bourgeonnaient avec des feuilles d'un vert trop pâle, presque jaunâtre. Les fleurs qui poussaient dans les jardins dégageaient une odeur âcre qui faisait fuir les abeilles. Les oiseaux chantaient, mais leur chant semblait discordant, comme s'ils avaient oublié leur mélodie naturelle. Le fossoyeur du village, un homme taciturne nommé Klaus, avait remarqué quelque chose d'étrange dans le cimetière. La terre bougeait, pas de manière violente, mais avec des ondulations subtiles, comme si quelque chose respirait en dessous. Certaines tombes semblaient s'être affaissées durant la nuit, révélant des cavités sombres qui exhalaient une odeur de champignons et de décomposition. Il avait commencé à creuser près d'une des tombes les plus récentes, celle d'un voyageur sans nom mort l'hiver précédent. À 1 mètre de profondeur, sa pelle avait heurté quelque chose. Pas un cercueil. Quelque chose de plus dur, de plus ancien. C'était une pierre. Une pierre couverte de symboles qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu dans sa vie. Des spirales entrelacées avec des formes qui évoquaient vaguement des visages hurlants, des mains griffues, des choses rampantes. Et au centre, gravé profondément dans la roche, un mot dans une langue morte depuis des millénaires. Klaus recouvrit rapidement la pierre et ne parla à personne de sa découverte. Mais cette nuit-là, il rêva. Il rêva de 4 femmes qui n'étaient pas vraiment des femmes, qui marchèrent dans un monde où le soleil ne s'était jamais levé, où les arbres étaient faits d'os et où la terre saignait. Dans son rêve, elle lui parlait. « Tu as trouvé le seau. Tu as réveillé ce qui dormait. Maintenant, il faut nourrir, il faut apaiser.
Sinon, elle se lèvera et tout ce village deviendra son jardin de chair. » Klaus se réveilla en hurlant, le corps couvert d'une sueur glacée. Et quand il regarda par la fenêtre, il vit les 4 sœurs Varenne debout dans la rue, fixant sa maison. Immobile, silencieuse, attendant. Le lendemain, Klaus disparut. On retrouva sa maison vide, la porte ouverte, son lit défait. Ses outils de fossoyeur étaient soigneusement rangés contre le mur, comme s'il avait su qu'il ne reviendrait pas les chercher. Le maire du village, Herr Steinbach, un homme corpulent au visage rougeau, décida qu'il était temps d'agir. Trop de disparitions, trop d'étrangetés. Il rassembla les notables du village dans la salle du conseil, le nouveau curé remplaçant le père Anselme devenu muet, le docteur Hermann, le maître d'école, quelques commerçants respectés. « Nous devons faire quelque chose », déclara Steinbach en frappant du poing sur la table. « Ces femmes, ces sœurs Varenne, elles sont au cœur de tout cela. Je le sens. Nous le sentons tous. »« Que proposes-tu » demanda le docteur Hermann, un homme rationnel qui avait passé sa vie à chercher des explications logiques à tout. « Les accusés de sorcellerie, nous sommes en 1894, pas en 1694. Alors qu'ils enquêtent, qu'ils fouillent leurs boutiques, leurs maisons. Il doit y avoir des preuves. » Le nouveau curé, le père Wilhelm, jeune et plein de zèle, hocha vigoureusement la tête. « Je suis d'accord. Le mal habite cette boutique. Je le sens chaque fois que je passe devant. » L'air lui-même semble corrompu. Ils décidèrent d'attendre la nuit. Ils iraient en groupe avec des lanternes et du courage puisé dans des bouteilles de schnapps. Ils forceraient les portes si nécessaire. Ils trouveraient la vérité. Mais la vérité, comme ils allèrent le découvrir, est une chose qu'on ne devrait jamais vraiment chercher. À minuit, 6 hommes se tenaient devant la boutique des sœurs Varenne. La rue était déserte, silencieuse à l'exception du vent qui sifflait entre les bâtiments. Aucune lumière ne brillait derrière les vitres. Pour la première fois depuis que quiconque pouvait se souvenir, la boutique semblait fermée, morte. Steinbach poussa la porte. Elle s'ouvrit sans résistance, sans même le tintement habituel de la clochette. L'intérieur était plongé dans une obscurité totale, une obscurité qui semblait absorber la lumière de leurs lanternes plutôt que la refléter. « Où sont-elles » chuchota quelqu'un. Ils avancèrent prudemment entre les étagères. Tout semblait normal, ou du moins aussi normal que cette boutique pouvait l'être. Les bocaux, les herbes, les tissus étranges. Mais il y avait quelque chose de différent. L'odeur était plus forte, cette odeur de terre et de pourriture et de quelque chose d'ancien. Le père Wilhelm trouva le rideau rouge qui menait à l'arrière-salle. Il le tira d'un geste brusque, révélant un escalier qui descendait dans les ténèbres. Un escalier qui n'aurait pas dû exister dans une maison de cette taille. « On descend », dit Steinbach, sa voix tremblant malgré lui. Les marches de pierre étaient usées, polies par des siècles de passage. Plus ils descendaient, plus l'air devenait froid et humide, plus l'odeur devenait insupportable. Et puis ils entendirent un son de respiration, lent, profond, humide. La cave s'ouvrait devant eux, vaste et impossible. Les murs disparaissaient dans l'obscurité et leurs lanternes ne parvenaient pas à en trouver les limites. Partout, des bocaux, des centaines, peut-être des milliers de bocaux contenant ces formes pâles flottant dans le liquide ambré. « Mon Dieu !» murmura le docteur Hermann en s'approchant d'un des bocaux. Il lut l'étiquette et devint d'une pâleur mortelle. « C'est mon fils. Mon fils qui est mort il y a 10 ans. Mais ici, il dit... » Il ne termina pas sa phrase. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Ils découvrirent d'autres noms. Des gens qu'ils connaissaient, des gens qu'ils avaient aimés. Des gens dont on leur avait dit qu'ils étaient répartis ou morts de maladie ou disparus dans des accidents. Tous étaient là, tous conservés, tous réduits à ces formes flottantes dans le liquide. « Qu'est-ce que c'est » sanglota l'un des hommes. « Qu'est-ce qu'elles leur ont fait ?» Et c'est alors qu'ils la virent. Au fond de la cave, là où l'obscurité était la plus dense, quelque chose bougeait, quelque chose d'énorme. Quelque chose qui ressemblait vaguement à une forme humaine, mais déformée, gonflée, couverte de racines et de champignons luminescents. La chose tourna vers eux ce qui aurait pu être un visage. Des dizaines d'yeux s'ouvrirent sur sa surface. Des bouches se formèrent et se refermèrent, sans dents, juste des trous béants qui aspiraient l'air. « La mère », dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent brusquement. Les 4 sœurs Varenne se tenaient au pied de l'escalier, bloquant la sortie. « Mais maintenant,
Dans la lumière vacillante des lanternes, ils pouvaient voir la vérité. Leurs visages n'étaient pas vraiment des visages. C'étaient des masques de chair cousus sur quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait jamais été humain. « Vous n'auriez pas dû venir, dit Mathilde avec presque de la tristesse dans la voix. Nous vous protégions, nous maintenions l'équilibre, nous la nourrissions pour qu'elle ne se lève pas. Mais maintenant que vous savez, les 4 silhouettes commencèrent à se défaire. La chair tombait comme des vêtements usés, révélant ce qui était en dessous. Des choses faites de racines et de ténèbres, de terre et de os anciens, de tout ce qui avait jamais été enterré dans ce sol maudit. « Courez !» murmura Steinbach. Puis, hurlant, « Courez !» Ils se précipitèrent vers l'escalier, bousculant les formes qui tentaient de les retenir. Derrière eux, la mer se levait, cette chose massive qui avait dormi sous le village depuis des temps immémoriaux. Son cri était comme le son de 1000 tombes s'ouvrant en même temps. 3 des 6 hommes parvinrent à remonter l'escalier. Le docteur Hermann, le maître d'école et un jeune commerçant. Les 3 autres, incluant le maire Steinbach et le père Wilhelm, disparurent dans l'obscurité, leurs cris se transformant en gargouillements puis en silence. Les 3 survivants coururent à travers la boutique, renversant des étagères, brisant des bocaux qui explosaient en libérant des odeurs innommables. Ils émergèrent dans la rue glacée, haletants, en larmes, leurs esprits brisés par ce qu'ils avaient vu. Personne ne les crut vraiment, ou plutôt personne ne voulut les croire. Le docteur Hermann fut déclaré en état de choc nerveux. Le maître d'école devint alcoolique, murmurant des histoires incohérentes dans les tavernes. Le jeune commerçant quitta le village dès le lendemain et ne revint jamais. La boutique des sœurs Varenne ferma ses portes. Le lendemain matin, elle était vide, les étagères dépouillées, le comptoir nu, même les bocaux avaient disparu. Seule restait cette odeur, imprégnée dans les murs, dans le plancher, dans l'air lui-même. Mais si la boutique était fermée, les sœurs n'avaient pas disparu. On les voyait parfois la nuit, marchant dans les rues désertes, leurs silhouettes se dissolvant dans la brume. On les entendait chanter dans le cimetière, des mélodies qui faisaient saigner les oreilles de ceux qui les écoutaient trop longtemps. Et la terre continuait de bouger. 7 ans passèrent. 7 longues années durant lesquelles Wissembourg essaya d'oublier. Les gens ne parlaient plus des sœurs Varenne, sauf en chuchotements craintifs quand la nuit tombait. La boutique du 13 rue des Tanneurs était condamnée. Les fenêtres clouées avec des planches, la porte scellée. Mais les disparitions continuaient. Moins fréquentes peut-être, plus discrètes, mais elles continuaient. Un vagabond ici, un ivrogne là. Personne dont l'absence serait vraiment remarquée. Personne qui manquerait au village. Émilie Keller avait regardé sa fille Alice grandir avec un mélange d'amour et de terreur. L'enfant était étrange, il n'y avait pas d'autre mot. Elle ne jouait jamais avec les autres enfants. Elle passait des heures à fixer des coins vides de la maison, parlant à des choses invisibles dans cette langue ancienne qu'Émilie ne comprenait pas. La poupée de chiffon que Mathilde avait donnée ne quittait jamais Alice. L'enfant la serrait contre elle en dormant, lui murmurait des secrets, la nourrissait même parfois avec sa propre nourriture. Le jour du 7e anniversaire d'Alice arriva un mardi de septembre. Le ciel était d'un gris uniforme, chargé de pluie qui refusait de tomber. Émilie avait essayé d'oublier, de faire comme si cette journée n'avait rien de spécial. Mais elle savait. Elle avait toujours su. Le soir, on frappa à la porte. Émilie ouvrit en tremblant. Les 4 sœurs Varenne se tenaient là, exactement comme 7 ans auparavant. Elles n'avaient pas changé. Pas un cheveu gris supplémentaire, pas une ride de plus. Comme si le temps n'avait aucune prise sur elles. « Il est temps », dit simplement Mathilde. « Non », murmura Émilie, mais c'était un refus sans conviction. Un refus qui savait déjà qu'il serait ignoré. « Maman », dit Alice derrière elle. La voix de l'enfant était calme, presque joyeuse. « Elles sont venues me chercher. Je les attendais. » Émilie se retourna, horrifiée. Sa fille souriait, serrant la poupée de chiffon contre sa poitrine. Ses yeux brillaient d'une lueur qui n'était pas tout à fait humaine. « Alice, non, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, maman. » L'enfant s'avança vers les sœurs. « Je les entends depuis que je suis née. Elles m'ont appelé, elles m'ont choisi, et maintenant, je vais rentrer à la maison. » Les 4 sœurs tendirent leurs mains vers l'enfant. Alice prit les mains de Mathilde et Séraphine, et ensemble, elles commencèrent à s'éloigner dans la rue obscure. « Alice !» hurla Émilie, s'élançant pour rattraper sa fille. Clotilde se retourna.
son visage de cire exprimant quelque chose qui aurait pu ressembler à de la pitié. « Elle reviendra. Dans 7 ans. Elle reviendra vous rendre visite, mais elle ne sera plus votre fille. Elle sera l'une des nôtres, la 5e sœur. » Le cycle continue. Il continue toujours. Émilie s'effondra sur le seuil de sa porte, sanglotant tandis que les silhouettes disparaissaient dans la brume. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais vraiment sa fille. Or, peut-être la forme d'Alice reviendrait-elle dans 7 ans comme promis, mais ce ne serait qu'une enveloppe vide, habitée par quelque chose d'ancien et de terrible. Cette nuit-là, plusieurs villageois jurèrent avoir vu 5 silhouettes marchant vers le cimetière. 4 grandes et une petite, elles chantaient ensemble, une mélodie qui faisait vibrer les pierres tombales et réveillait les vers dans la terre. Au cimetière, elles descendirent. Elles descendirent dans la terre qui s'ouvrait devant elles comme une bouche accueillante. Elles descendirent vers la mer qui attendait, toujours affamée, toujours patiente. Alice regarda une dernière fois le ciel nocturne avant que la terre ne se referme sur elle. Elle pensa à sa mère, à la vie qu'elle aurait pu avoir. Puis elle pensa à la vie qu'elle allait avoir maintenant, éternelle et sombre, nourrie par les secrets et les os, par les désespoirs et les prières. Elle sourit. La poupée de chiffon sourit aussi. Et sous le village de Wissembourg, la mère ronronna de satisfaction. Elle avait une nouvelle fille, une nouvelle gardienne. Le cycle continuait. Il continuerait toujours. Des années plus tard, un historien de Strasbourg vint à Wissembourg pour étudier les archives du village. Il cherchait des informations sur les coutumes folkloriques alsaciennes. Ce qu'il trouva le glaça jusqu'aux os. Dans un registre poussiéreux datant de 1702, il découvrit la mention de 4 sœurs nommées Varenne, commerçantes, arrêtées pour sorcellerie et brûlées vives sur la place du village. Les noms étaient là, écrits d'une main tremblante: Mathilde, Clotilde, Adeline, Séraphine. Un autre registre de 1654 mentionnait 4 sœurs Varenne exécutées pour les mêmes crimes, un autre de 1598, un autre de 1523. Les noms changeaient parfois, mais la structure restait la même. 4 sœurs, toujours 4 commerçantes, toujours impliquées dans des disparitions, toujours exécutées, toujours revenues. L'historien ferma les registres avec un frisson. Il quitta Wissembourg le soir même sans terminer ses recherches, mais avant de partir, il passa devant la maison du 13 rue des Tanneurs. La boutique était toujours condamnée, toujours abandonnée. Mais à travers les planches clouées sur les fenêtres, il vit une lueur, faible, tremblante, comme la flamme d'une chandelle, et il entendit des voix de femmes qui comptaient en murmurant, qui comptaient l'argent d'un commerce qui ne concernait plus les vivants. 4 voix, non 5 maintenant. 5 voix qui se mêlaient dans l'obscurité. L'historien courut jusqu'à sa voiture sans se retourner. Il ne revint jamais à Wissembourg. Il n'écrivit jamais son livre sur les coutumes alsaciennes, et chaque nuit jusqu'à la fin de ses jours, il rêva de 4 femmes qui n'étaient pas des femmes, et d'une petite fille qui souriait en tenant une poupée de chiffon, car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles attendent simplement, dans l'obscurité, dans la terre, dans les endroits où personne ne regarde plus. Elles attendent que quelqu'un ouvre la porte, que quelqu'un pose la question qu'il ne faut pas poser, que quelqu'un cherche le remède qu'il ne devrait pas chercher, et alors le cycle recommence, encore, et encore, et encore, pour toujours. Femme.